Présenter le vitrail est à la fois une gageure et un paradoxe, car cet art monumental ne se conçoit pas sans l'architecture dans laquelle il s'inscrit. À travers la présentation de vitraux, panneaux d'essai, répliques et travaux préparatoires, l'exposition Le vitrail contemporain, présentée au musée du Palais Chaillot, met en lumière un art longtemps associé au sacré des édifices religieux qui, à partir de 1945, voit intervenir de grands artistes contemporains. En 1955, grâce à l'impulsion de l'Église et de l'État, la cathédrale Saint-Étienne de Metz est le premier édifice classé au titre des monuments historiques à recevoir des vitraux d'artistes contemporains. Une décision qui crée une véritable révolution et permet de redynamiser l'art du vitrail. L'architecte en chef Robert Renard a d'abord fait intervenir Bissière, qui a fait des vitraux au-dessus de portails qui sont très discrets et qui n'ont pas soulevé de polémique spéciale. De même, quand il a fait appel à Villon, il a consacré toute une chapelle à cet artiste, et la chapelle du Saint-Sacrement, qui elle aussi était un peu à part dans l'édifice. Mais le problème s'est posé quand il a fait appel à Chagall, parce que Chagall, il côtoyait des vitraux anciens. Et Chagall, en fait, a proposé des vitraux dans son écriture avec des couleurs assez fortes, comme un jaune vif, qui devait côtoyer des verrières XVIe siècle, dans des tons plus doux, plus atténués. Et beaucoup de personnes se sont opposées à cette intégration. Il a fallu vraiment la persévérance d'une personnalité comme l'architecte Robert Renard. La période des Trente Glorieuses est particulièrement intéressante pour le vitrail, car, en raison des questions d'urbanisation et d'exode rural, la France a besoin de nouveaux lieux de culte. On va faire appel souvent à des architectes célèbres qui vont utiliser les méthodes modernes de construction avec le béton et qui vont pouvoir réserver des ouvertures au vitrail tout à fait inédites, qui vont permettre finalement aux artistes de s'exprimer d'une façon différente des périodes antérieures. Par exemple, à Audincourt, pour parler de Léger, vous avez une baie horizontale qui est en rupture avec la forme de baie verticale qui symbolise l'élévation vers le ciel. Et c'est tout à fait intéressant. L'exposition propose un rapprochement entre Le Corbusier et Matisse, car tous deux ont été à la fois architectes de chapelle, mais aussi de leur verrerie. Le Corbusier à Ronchamp, bien sûr, a fait l'architecture, mais c'est lui-même qui a choisi les verres qu'il voulait mettre dans ses vitraux, qu'il n'appelait pas vitraux, il appelait ça vitrage. C'est donc une négation du travail d'un concepteur de vitrail, en quelque sorte. Et il s'est adressé à un fabricant de miroirs, un atelier de miroirs. Quant à Matisse, il a voulu faire cette chapelle de Vence, qui pour lui est vraiment ce qui lui inspire la beauté sur terre. Il le dit franchement. Dans cette chapelle, il a fait toute la décoration, c'est-à-dire aussi bien les vitraux que la céramique, que le chemin de croix. Mais il a aussi conçu lui-même l'architecture. Or, Matisse, que je sache, n'est pas vraiment architecte, mais pour lui c'était un tout, comme Le Corbusier a fait un tout à Ronchamp. Dans un premier temps, l'intervention d'artistes contemporains reçoit un accueil mitigé. Le vitrail abstrait d'Alfred Manessier dans l'église Saint-Michel des Brézeux en est l'exemple le plus éloquent. Certains membres du clergé voulaient faire retirer les vitraux. Il fallait beaucoup de conférences, d'expositions pour expliquer le pourquoi de l'abstraction et comment l'abstraction finalement pouvait vous pousser à la méditation. On n'avait pas forcément besoin d'avoir la figure de Saint-Pierre ou la figure du Christ et de la Vierge, mais un simple paysage bleu, comme ce magnifique vitrail de Manessier, vous amenait vers le sacré naturellement. La rénovation d'un autre édifice marquera un tournant décisif dans l'histoire du vitrail contemporain. Il s'agit du remplacement total des 1052 mètres carrés de vitraux de la cathédrale de Nevers. Un chantier qui durera près de 30 ans. On a d'abord fait appel à Bazaine et à Manessier, puis à Hubac qui a fait des vitraux dans le chœur roman. Et ensuite, pour toutes les baies qui restaient à vitrer, on a fait appel à plus d'une vingtaine d'artistes, dont des Américains. C'était la première fois aussi qu'on faisait appel à des artistes étrangers pour faire des vitraux dans une cathédrale. Il n'y avait pas vraiment d'organisation dans la commande. Et finalement, l'intérêt du chantier de Nevers, c'est que ça a été un laboratoire d'expérimentation de la commande publique. Des artistes renommés comme Soulages, Chagall, Sarkis et Rabinovitch ont été sollicités pour la réalisation de vitraux. Une politique volontariste, préférant les génies sans foi aux croyants sans talent.
Bien que certains ne se sentent pas prédestinés à ce mode d'expression, ils se laissent malgré tout tenter par l'expérience, et cela le plus souvent avec le soutien et concours de peintres verriers. À titre d'exemple, Aurélie Nemours voulait travailler sur le verre rouge. Le verre rouge est un verre compliqué qui a souvent des reflets orangés ou des reflets de couleur bordeaux. Et Aurélie cherchait un verre qui soit vraiment rouge et dont les reflets seront rouges. Donc elle est allée sur place au prieuré de Salagon à Man avec des échantillons de verre rouge que lui a apporté le peintre verrier. Et elle a regardé par transparence les différents échantillons. Et il y en avait un seul qui correspondait à ce qu'elle voulait parce qu'il avait des reflets vraiment rouges. C'était un verre au sélénium qui est en réalité le verre que la verrerie Saint-Just commercialise auprès de la SNCF pour les feux rouges de la SNCF. Aurélie n'aurait jamais pu le trouver toute seule. C'est l'importance du peintre verrier qui va l'aider à choisir, même si elle a déjà une première idée de ce qu'elle veut. En à peine quelques décennies, le vitrail devient l'objet d'expérimentations les plus inattendues. Les artistes contemporains lui donnent une teinte plus iconoclaste, comme c'est le cas avec les vitraux de Sarkis à l'abbaye de Silvacane, à la Roque d'Enterron. Ils voulaient figer des empreintes, mais ils ne savaient pas comment ils allaient les réaliser. Et c'est pareil, c'est l'atelier du chemin qui lui a proposé d'utiliser du verre flotte, qui est du verre très 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 lisse, qui passe sur un bain d'étain, et de poser dessus, non pas sur le côté en contact avec l'étain, mais sur l'autre côté, sur l'autre face, les empreintes. Il a demandé d'abord aux artisans de l'atelier de poser leurs propres empreintes, comme ils voulaient, et puis sur un second verre, utilisé de la même façon, mais que l'on a remis par-dessus le premier qui a séché, lui-même a posé ses empreintes en jouant un peu comme une partition avec les empreintes de ses prédécesseurs. Pierre Soulages, qui n'avait pas été retenu pour Nevers, fut sollicité pour travailler sur les vitraux de l'église Sainte-Foy de Conques, halte sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a fallu demander à Soulages, qui n'a pas fait de panneau d'essai, comment on pouvait exposer quelque chose qui était révélateur de son travail. Et le musée Rodez, qui a récupéré la plupart des œuvres qu'il avait données au CNAP, donc au Centre national d'art contemporain, nous a proposé un carton. Un carton, c'est très intéressant parce que le carton, c'est à échelle d'exécution d'une fenêtre. Et vous voyez très bien à ce moment-là les lignes des plombs, l'armature qui est fixe et les lignes des plombs sur lesquelles a joué finalement Soulages, soit en oblique, soit en horizontal. Nous avons aussi des échantillons de verre. Soulages, pendant 6 ans, a cherché le verre qui lui convenait. Il a fait faire 600 essais dans des laboratoires, dont Saint-Gobain, dont le Circa à Marseille, pour finalement trouver un système de verre qui corresponde à ce qu'il voulait. C'est le peintre verrier Fleury qui l'a aidé à trouver. Il s'agit d'un verre en surfusion, donc excessivement transparent, dans lequel restent des cristaux de verre non complètement fondus. L'exposition Le vitrail contemporain permet de prendre la mesure du champ des possibles qu'offre cet art trop longtemps confiné dans la sphère du religieux. Un art qui a su, dans la seconde moitié du XXe siècle, révéler un éclectisme sans fin, notamment à travers ses liens avec l'architecture, la gravure, la peinture.